Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'interdiction et la répression des manifestations publiques de l'opposition suscitent un tollé général. Les opposants dénoncent la fébrilité des autorités administratives en mission commandée pour museler les Camerounais et violer leurs droits constitutionnels. Faux retorquent les partisans du RDPC qui justifient l'utilisation de la puissance publique pour contrecarrer les velléités de troubles à l'ordre public. Cependant, comment expliquer cette multiplication des actes de défiance de l'autorité de l'État et la persistance d'une crise sociopolitique au Cameroun? Élément de réponse en ouverture de ce journal. À 3 semaines de la CAN Égypte 2019, les Lions indomptables prévoient d'effectuer des stages préparatoires en Espagne et au Qatar, avec à la clé 3 matchs amicaux. Vous suivrez dans ce journal les détails de ce programme de préparation des champions d'Afrique à quelques semaines de la CAN Égypte 2019. Une ordonnance présidentielle controversée modifie la loi de finances 2019. Selon l'analyse d'un expert en fiscalité, cette loi s'appuie sur une base juridique illégale et inexistante. Comment en est-on arrivé là? C'est l'enquête du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gouvernement écarte la thèse d'un attentat à la suite de l'incendie survenu à la Sonara, à Limbé, dans la région du sud-ouest. Des membres du gouvernement étaient face à la presse afin de rassurer l'opinion publique sur l'approvisionnement continu en produits pétroliers sur le marché camerounais. Le gouvernement qui prévoit un plan de reconstruction, de réhabilitation des différentes unités de production touchées à la suite de ce grave incendie et une enquête ouverte pour déterminer les causes réelles de ce qui s'apparente, selon le gouvernement, à un incident technique accidentel. D'autres précisions dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. L'incendie survenu récemment à la Société nationale de raffinage Sonara a suscité une réaction du gouvernement via une conférence de presse conjointe des ministres de la Communication, de l'Eau et de l'Énergie et du Commerce à Yaoundé. D'emblée, selon les explications du gouvernement, la nature de l'accident se résume à une explosion. Il s'est produit une explosion dans la chaîne de raffinage de la Sonara. Et cette explosion a provoqué des flammes qui ont consumé 4 des 13 unités du process de raffinage, mettant donc en arrêt tout le processus de raffinage de la Sonara. Malgré cet incident qui a provoqué l'arrêt des activités de production de la Sonara, le gouvernement annonce la poursuite de l'approvisionnement du marché en hydrocarbures. Le marché va continuer à être approvisionné. Le marché camerounais est approvisionné par 2 sources: les importations et les produits qui proviennent de la raffinerie nationale, à savoir la Sonara. Quant au sort de la Sonara, ses activités ne s'arrêteront pas, assure encore le gouvernement. La Sonara ne sera pas fermée. Le personnel va continuer à vaquer à ses occupations, notamment dans le cadre du trading, notamment dans le cadre de la préparation des travaux de réhabilitation qui vont commencer. Selon le ministre du Commerce, pour sa part, les prix non plus ne subiront aucune augmentation. Les éléments de notre structure de prix nous permettent de dire de manière ferme, définitive, que les prix resteront inchangés. Les prix à la pompe, s'agissant des produits blancs, c'est-à-dire le super, le gasoil et le pétrole lampant, et aussi le gaz domestique. J'ajoute... S'agissant de la revendication d'un attentat perpétré contre cette raffinerie par les Ambazoniens, comme l'ont indiqué certains de leurs leaders, le ministre de la Communication a battu en brèche cette thèse. Les premiers éléments d'information dont nous disposons à ce stade convergent vers l'hypothèse d'une cause accidentelle. J'insiste sur ce diagnostic pour démentir sans embâche les revendications intempestives des sécessionnistes que l'on entend depuis quelques jours
et qui s'apparente davantage à de la mystification ou à une espèce de propagande de mauvais aloi. Se voulant très précis, le gouvernement annonce l'arrivée des premiers bateaux de ravitaillement pour ce mardi. Restera alors à voir le comportement du marché. Dans l'actualité, le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce la mise en liberté d'environ 80 manifestants à Yaoundé. Selon le porte-parole de Maurice Kamto, ils ont été détenus en secret au secrétariat d'État à la Défense et d'autres services des renseignements généraux. Pourtant, précise le porte-parole de Maurice Kamto, les responsables du CED ont nié détenir les manifestants arrêtés le 1er juin et ont par conséquent refoulé tous les avocats qui ont fait le pied de grue afin d'assister de façon juridique ces manifestants. Et cette interdiction et répression des manifestations publiques de l'opposition suscite un tollé au sein de la classe politique. Des opposants dénoncent la fébrilité des autorités administratives en mission commandée selon eux pour museler les Camerounais et violer leurs droits constitutionnels. Faux retorquent ceux qui défendent le RDPC et le gouvernement. Ils estiment que les autorités administratives sont dans leurs droits afin de contrecarrer les velléités de troubles à l'ordre public. Regard croisé des politiques dans l'émission Droit de réponse sur Equinox Télévision, les points saillants des interventions des acteurs politiques. C'est dans ce reportage que signe Kedjara. Quelques jours après les manifestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun de samedi dernier, la pression n'est pas encore totalement retombée. Car si les marches en elles-mêmes ont été interdites par les sous-préfets des territoires dans lesquels elles étaient supposées se tenir, les manifestants ont bravé cette interdiction et se sont retrouvés dans les rues par petits groupes pour exercer ce qu'ils considèrent comme l'un des droits les plus inaliénables de la démocratie, provoquant des interpellations à la chaîne. Nous sommes toujours offusqués à dire que ce n'est pas normal qu'en 2019 on soit encore en train de restreindre les gens dans leur liberté. Et la Constitution est claire là-dessus. Nous pouvons, c'est une manière de s'exprimer en politique, donc continuer à le faire en 2019. Pour moi, c'est un peu rétrograde. Il recommande aux autorités de changer de tactique et d'investir dans l'accompagnement des manifestants. Le gouvernement gagnerait à respecter la Constitution, à permettre aux gens de s'exprimer, parce que on doit encadrer les manifestations. Si déjà, comme à Yaoundé, on m'a dit que le premier vice-président était lui-même en headline, c'était normal qu'on les encadre, qu'on les laisse faire. Et en plus, à jeune qui ils disent ce qu'ils sont en train de dire et puis après, celui qui veut écouter, écoute, celui qui ne peut pas écouter, il reste tranquille. On continue à sortir les chars à eau et tout. Pour moi, c'est un peu rétrograde, quoi. À la question de savoir si le SDF se mêlera aux manifestants du week-end prochain, comme le laisse croire la rumeur, l'acteur politique affirme. Chez nous, nous ne posons pas des actes comme ça. Pour un acte aussi grandiose, le NEC s'est réuni. Et nous avons un NEC samedi prochain, le 8. S'il y a n'importe quelle résolution à prendre, c'est au cours de cet instant-là qu'on prend la résolution et c'est informé partout, tout le monde agit de la même manière. Donc on ne se met pas dans une chambre, on dit que nous allons marcher sur la base de quoi? Nous avons des instances. Pendant ce temps, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les avis se font la guerre, alors que les conservateurs, droits dans leurs bottes, défendent l'idée de la répression systématique des marches. Les progressistes, à l'instar de Jacques Bimaï, ont une posture plus nuancée. C'est un message politique qui est assez fort. Il y a un malaise social dans notre pays. Une démocratie ne peut pas vivre sans marche. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes aussi un jeune État. Je peux comprendre que certains administrateurs, les sous-préfets et les préfets, ils sont frileux. Et nous traversons quand même un contexte, nous avons un contexte assez complexe, assez difficile. Il faut de la retenue de part et d'autres. Pour étayer son argumentaire, il s'appuie sur les retombées que peuvent créer l'instabilité politique dans un pays. Dans un pays où il y a tout le temps des contestations électorales, ça pose problème. Ça menace la paix. Et de l'autre côté aussi, ça fait que des investisseurs ne peuvent pas venir dans un tel pays. Donc en tant que politique, je suis préoccupé. Tout en comprenant la démarche politique du MRC,
Je souhaiterais qu'il y ait un peu de retenue. En attendant de voir si le message jouit d'un avis favorable, les militants de ce parti envisagent tout de même de poursuivre leur marche le 8 juin prochain. Les causes profondes de cette crise politique sont d'ores et déjà identifiées au Cameroun. Selon le diagnostic du professeur Jean Baebek, c'est la malgouvernance qui engendre la crise anglophone et ces contestations post-électorales. Cet UPCiste critique l'attitude de répression contre des manifestations publiques de l'opposition et propose un pré-projet de dialogue national pour revoir la forme de l'État, réviser la Constitution et mettre sur pied de nouvelles institutions, une alternance démocratique, gage d'un développement socio-économique inclusif. Avec sa verve et son ton incisif, le professeur Jean Baebek était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Flavien Dongo a retenu les points saillants de son intervention. Reportage. Des arrestations et interpellations des militants du MRC ces derniers temps au Cameroun suscitent des réactions de certains intellectuels. Professeur Jean Baebek, agrégé de médecine et homme politique, pense que l'administration camerounaise est truffée des fonctionnaires, imbus de leur personnalité et qui ne cherchent qu'à protéger leur pain quotidien. C'est une faute, ça c'est clair. De faire la marche interdite, elle a ses sanctions et ses procédures. Quand on fait une marche interdite, on est inculpé, point. On n'est pas arrêté. Il y a des gens qui sont aux affaires, ils sont préfets, sous-préfets, ils n'ont aucune culture. Parce que, bon, on ne sait pas comment il faut pour arriver là. Il y a l'opportunisme, il y a le carriérisme. Ils n'ont reçu l'ordre de personne, ils n'ont pas de personnalité. Ils ne peuvent pas. Parce que, dans l'instant de cette affaire, la rumeur dit dehors, n'a pas demandé d'arrêter Campton. Professeur Jean Baebek, invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, fait savoir qu'il est difficile de mettre un terme aux manifestations des militants du MRC tant que leur leader reste incarcéré. La seule façon d'arrêter les manifestations des militants et des sympathisants qui sont dehors, tant que leurs leaders sont en prison, il y a des extrémités inadmissibles. C'est ce qu'on a fait à l'UPC. Parce que ces sympathisants attendent. Non seulement ce n'est pas la liberté de ces hommes est un moyen, mais n'est pas la fin. Leur fin, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. Ils veulent se sentir mieux gouvernés. Dans un Cameroun qui aime tous ses enfants, comme un père juste aime. Voilà qui est dit. Les initiateurs des arrestations et interpellations des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun abusent de leur pouvoir pour détruire l'image de la nation. Face aux historiens du présent, professeur Jean Baebek estime que ces autorités ont bafoué l'honneur de la femme à travers des actes de violence perpétrés sur le sexe faible. Vous tirez, ok, c'était des balles blanches, mais est-ce que c'est un bon exemple? Nous voulons éduquer nos garçons comment de respecter les filles quand nous tirons sur les femmes avocates. Comment on va faire à l'école pour dire à nos enfants qu'il faut respecter les femmes? C'est quoi cet exemple? C'est pourquoi je finis par croire que ça ne peut même pas venir du président. Ça vient de quelques personnes qui sont en rivalité de succession dans le système de succession du président de la République, avec lequel Campton a pris une bifurcation. Des manifestations du 26 janvier et celles qui ont suivi ont certes été interdites, mais les réactions des autorités ne devraient pas être teintées des actes de violence, rappelle le professeur Jean Baebek. Au regard de toutes ces dérives, l'agrégé de médecine et homme politique rappelle que certains fonctionnaires manquent de tact dans la gestion des mouvements de revendication. À présent de ces candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle qui ont affronté les premières épreuves écrites ce lundi au lycée technique d'Aqua, des mesures ont été prises pour assurer la sécurité et l'accompagnement d'une candidate handicapée. Reportage Xavier Foka. Une candidate malentendante figure parmi les 698 candidats qui étaient attendus pour l'examen du CAP STT et CAP industriel au sous-centre du lycée technique d'Aqua à Douala. Pour son cas, une seule épreuve la différencie des autres candidats. Il fera la correction orthographique parce que comme il est malentendant, on ne peut pas dicter, il ne va pas bien comprendre. Sinon, il bénéficie du même encadrement, des mêmes dispositions que les autres candidats. Quelques candidats qui ont oublié leur pièce d'identification ce premier jour
bénéficient d'une mesure leur permettant de composer sereinement. L'examen court jusqu'à vendredi, peut-être samedi. Nous leur donnons la possibilité de les présenter, de présenter ces documents au plus tard le deuxième jour. On ne peut pas dire dans l'après-midi parce qu'il y en a qui habitent très loin. La sécurité des candidats occupe également une place de choix dans l'organisation de l'examen. Il y a ces éléments de force de l'ordre et en interne, nous avons fait un petit comité de vigilance. Il s'agit de quelques éléments qui sont postés de part et d'autre pour voir s'il n'y a pas les intrus qui peuvent s'infiltrer. 4 spécialités prennent part à l'examen du CAP au lycée technique d'Akwa à Douala, à savoir secrétariat médical, économie sociale et familiale, couture sur mesure et esthétique coiffure. 9 candidats sur les 698 attendus ont répondu aux abonnés absents. À cause du férié du milieu de semaine, l'examen s'achève samedi 8 juin 2019 et l'examen pratique démarrera quelques jours après la phase écrite. Je vous le disais en titre, une ordonnance présidentielle controversée vient modifier la loi des finances 2019 en s'appuyant sur une base juridique illégale et inexistante selon un analyste des questions fiscales. Le professeur Pierre Alaka a identifié une incongruité sur les visas énoncés sur l'ordonnance signée par le président de la République. S'agit-il d'une simple erreur de saisie ou alors une précipitation dans l'élaboration d'un texte d'une importance capitale pour l'économie et l'exécution du budget du Cameroun? C'est l'enquête que signe Jean-Paul Chouniat. À mi-parcours de l'exécution du budget 2019 au Cameroun, Paul Biya, le président de la République, vient de prendre une ordonnance rectifiant la loi de finances en vigueur. Sur la version française du texte présidentiel, 2 des 4 visas de motivation de signature posent problème d'entrée de jeu sur la forme du libellé. Il y a eu 4 visas, vu la Constitution, vu la loi portant régime financier de l'État, vu la loi numéro 2017-021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019. Cette loi n'existe pas. À l'appréciation et l'analyse de l'enseignant d'université, l'ordonnance de Paul Biya datée du 29 mai dernier est d'une incongruité flagrante. Une loi de 2017 qui porte loi de finances de l'exercice 2019. Et on modifie la loi de 2018 qui porte modification d'une autre loi de finances de la République du Cameroun pour le même exercice 2019. Ça veut dire que 2019 a eu 2 lois de finances. Une de 2017, une de 2018. En réalité, c'est faux. C'est pas vrai. Et cette incongruité sur la forme frappe de fait de nullité dans le fond, le texte de Paul Biya. Quand on se rend compte qu'une loi de 2017 qui n'existe pas est contenue dans les visas, alors en la forme, le texte est faux et au fond, il est nul. Voilà l'importance des visas. Vous ne pouvez pas poser un acte administratif, un acte juridique sans les visas qui sont la motivation qui autorise le signataire ou qui autorise ce qui va être fait d'être fait. À la différence de la version anglaise rédigée sans faute, l'universitaire Alaka déclare que la version française de l'ordonnance de Paul Biya a été mal conçue à dessein pour des fins inavouées. Cette ordonnance du président de la République a été tronquée d'une illégalité certaine. Et je crois que ça ne peut pas être une erreur. Si ça avait été une erreur, Cameroun Tribune aurait publié. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, de mon point de vue. Dans un pays où la corruption et les détournements de deniers publics sont devenus un sport national favori des gestionnaires de crédit, l'ambiguïté ou la vacuité du texte présidentiel servira même d'échappatoire aux éventuels prédateurs de la fortune publique qui pourraient être en difficulté avec la justice. Sur le plan juridique, le texte n'existe pas. Ça veut dire que demain, si les gens détournent cet argent, les gens volent cet argent, eh bien, le juge sera mal à l'aise pour les poursuivre, parce que le juge ne pourra pas les poursuivre sur la base d'une ordonnance qui est fausse, qui est faussée, certainement volontairement. Même si erreur de traduction ou de saisie, dans l'une des 2 langues officielles, sur la forme et dans le fond, l'ordonnance de Paul Biya n'est pas conforme à la norme juridique en la matière, précise l'expert. En dépit des manquements relevés ça et là, le texte de Paul Biya, depuis sa signature le 29 mai 2019, sert désormais de boussole à l'exécution du budget 2019 pour les 6 prochains mois.
Et il existe désormais un calendrier budgétaire de l'État. Selon un décret du président de la République, il détermine les grandes étapes du processus annuel d'élaboration du budget de l'État, identifie les institutions, les structures responsables de ces étapes et il arrête également les dates de l'exécution du budget en établissant un calendrier de réalisation des principales activités. Selon un décret du président de la République, le ministre des Finances élabore le projet de loi des finances sous la coordination du Premier ministre et bien sûr la supervision du président de la République. Toujours en économie, au moment où la CEMAC traverse un marasme économique, une réunion des représentants des différents pays de la sous-région se tient à Douala, une occasion pour le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, d'appeler ses pairs à réfléchir sur les voies et les moyens pour impulser les activités dans le rôle d'interface entre les institutions communautaires, les administrations nationales, les opérateurs économiques, les partenaires techniques financiers ou le citoyen lambda en quête d'informations sur l'évolution économique de la sous-région Afrique centrale. Il est également question pour les experts de la CEMAC de passer en revue les actions et réformes majeures issues des recommandations des plus hautes instances de la communauté lors des assises qui ont eu lieu à N'Djamena au mois de mars 2019 et décliner le rôle des différentes institutions de la sous-région Afrique centrale dans le suivi de leur mise en œuvre. Je vous propose à cet effet d'écouter le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC. Il s'agit premièrement de réfléchir ensemble sur les voies et les moyens pour impulser les activités de représentation pays dans leur rôle d'interface entre les institutions communautaires et les administrations nationales, les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers et le citoyen lambda en quête d'information. Deuxièmement, de passer en revue les actions et réformes majeures issues des recommandations des plus hautes instances de la communauté lors des assises qui ont eu lieu à N'Djamena au mois de mars 2019 et décliner le rôle des représentations dans le suivi de leur mise en œuvre. Troisièmement, d'examiner le nouveau projet de cadre réglementaire qui va désormais régir l'émission, attribution et fonctionnement des représentants pays. Notre ambition pour les représentations pays, c'est de dépasser le rôle d'éducteur de représentation pour consacrer véritablement celui d'acteur clé dans l'implémentation et le suivi sur le terrain des chantiers majeurs qui déterminent l'approfondissement de l'intégration régionale. Durant cette année qui vient de s'écouler, j'ai écouté, entendu, observé, avalé des couleuvres et même des bois. Et parfois j'ai décidé. J'ai fait mon apprentissage par la pratique. J'ai appris de mes erreurs. Comme on dit, c'est en se boulant qu'un enfant apprend à connaître le feu. Dans le reste de l'actualité, l'affaire fait grand bruit depuis quelques semaines dans le département du Mbamekime, là où plusieurs animaux ont été dévorés par des lions. Les populations ont la peur au ventre, ne se rendent plus dans les champs, de peur d'être confrontées à ces félins en divagation depuis plusieurs semaines, où se trouve l'opération visant à les contenir et à réduire leur impact sur la vie des populations, les activités champêtres et la destruction du bovin dans cette partie du Cameroun. C'est une enquête que signent Marcelin Gansop et Charles Mévingui. Sur les traces des lions en divagation dans le département du Bas-Mekime, nous voici dans l'arrondissement de Ntui, précisément au village Ombamdene, quartier Mendjen. C'était un jeudi matin que moi je venais au champ, moi et mon fils. Arrivé donc je vois les crasses. Je demande que c'est quel animal qui marchait comme ça ou bien c'est l'homme qui est tombé. Je suis passé. Arrivé donc chez mon cousin là-bas, je lui demande qu'il y a eu... J'ai vu les crasses là-bas, je ne connais pas le genre d'animal comme ça. Il me dit qu'il y a un gars qui est passé là. Il fait peut-être la chasse. C'est lui qui parlait qu'il y a un lion qui est passé ici. De part et d'autre, des marques visibles qui confortent l'idée selon laquelle un lion est passé par ici. Non loin, le village d'Imi, où l'on aperçoit également des traces. Nous sommes au quartier Yale. Dans la nuit de dimanche à lundi matin, c'était le 26 au 27 matin. On était endormis, il pleuvait même, je n'ai pas eu le sentiment. C'est le lendemain, donc alors, mon voisin Gaïssa Natol,
Il a vu les pattes sur sa cour. Il nous appelle dans alors que venez voir les pattes de lion. Donc, les pattes dans l'autre derrière là-bas pour regarder ma chèvre. Je trouve que la chèvre, le lion a coupé la corde. Nous sommes venus dépister ça ici là. Mais avec les 4 pattes, il avait tout mangé. Je me réveille le matin, je sors, que je vais chauffer ma moto. Je vois une grosse patte à terre. Je garde donc directement ma chèvre attachée dans ma cour. Je constate que je ne vois plus ma chèvre. Je demande que me donne ce qu'on dit là que ça mange les chèvres des gens et les bœufs. Je n'ai que trouvé la tête et la corde. Dans la suite de notre enquête, nous tombons sur ce berger qui a vu 2 de ses bœufs finir leur course dans la gueule d'un de ses lions. Il y a les Dimisavans jusqu'à Jinja et Nakiga. Il a mangé des passes 40 bœufs. Il a mangé le bœuf, c'est moi 2 bœufs. Moi, le cerceau, le reste, le bœuf là, on trouvait le lion là, je dors en savant. Il y a le 2 lions. Et quand vous avez vu le lion, vous avez fait comment? Et vous commencez fou de rien, non? Nous tentons de percer le mystère de cette divagation des lions qui fait autant de bruit dans le département du Bas-Mékim. Une histoire qui, selon le délégué départemental des eaux et forêts, ne date pas d'aujourd'hui. Ce phénomène date déjà de l'année 2017 du côté de Ngambitika, où a été signalée la présence de ces félins. Le clou a été remis en 2018, plus précisément au mois de février 2018, où au nord du parc national du Pemendjim, on a également signalé la présence de ces félins. Et à cette période-là, les rapports disent qu'ils étaient au nombre de 3. Et ayant fait en ce moment-là une dizaine de victimes. Curieusement, un an s'est écoulé et c'est à partir du début 2019, et plus précisément au mois de janvier, qu'on nous signale la présence, encore une fois de plus, de ces félins au niveau des villages Mkwassim. Dans la foulée, un comité est mis sur pied et présidé par le préfet du département du Bas-Mékim. Ces travaux aboutissent à la conclusion selon laquelle 2 lions parcourent effectivement plusieurs localités du Bas-Mékim. Nous avons envoyé des missions qui ont commencé à identifier, n'est-ce pas, des empreintes qui constituaient déjà les premiers indices. 2 ou 3 semaines après, le phénomène s'est répété au niveau de Ndjolé, où nous avons également envoyé une mission. À l'issue de cette mission scientifique qui a duré 10 jours, nous avons pu obtenir des résultats probants dont les plus concluants confirmaient justement la présence de 2 jeunes lions, de jeunes mâles, dont l'âge a été estimé à 5 ans environ. Dans l'impossibilité pour l'instant de mettre la main sur ces félins, les autorités du département lancent un appel à la vigilance. Dans les villages où les traces ont été aperçues, les populations vivent la peur au ventre. Quand on vient au champ, on a peur. On ne peut pas seulement abandonner les champs. On vient, tu marches, tu regardes à gauche et à droite, tu pries seulement le bon Dieu que si ça arrive, ce n'est que Dieu qui connaît ce qu'il peut faire. On souhaite que si l'État peut venir, même si les gens peuvent venir pour récupérer leurs lions, si c'est pour les taureaux, si c'est pour la brousse, on ne connaît pas. Ils viennent récupérer leurs lions. D'aucuns disent que c'est des lions totems, parce que les villageois, il n'y a pas la paix entre les villageois et les éleveurs. Parce qu'une fois que les bœufs détruisent leur culture, quand ils partent se plaindre chez les autorités, ils n'ont pas gain de cause. Ici, à l'école publique d'Ombamdene, la directrice est permanemment en alerte. On a peur, c'est pour cela qu'on a prévu faire une clôture avec le fil barbelé. C'est ça que je suis même en train de faire. Ainsi va la vie dans le département du Bas-Mékim, où l'histoire des lions en divagation fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les victimes, principalement les bœufs et les chèvres, ne se comptent plus, pendant que les lions poursuivent leur périple. La journée de vendredi le 31, la dernière apparition, à en croire cet habitant de Yalongo, remontant au 31 mai dernier.
À 3 semaines de la CAN Égypte 2019, les Lions indomptables entrent en stage préparatoire. Dès demain, mardi 4 juin 2019, ils doivent effectuer, selon le programme officiel, un séjour en Espagne et au Qatar durant les 2 prochaines semaines. 3 matchs amicaux sont également prévus dans le cadre de leur programme officiel de préparation à cette compétition, la grande messe du football africain. D'autres détails avec Aïk Cyril. C'est par l'Espagne que les Lions indomptables du Cameroun entament la préparation de la CAN Égypte 2019. Clarence Seedorf et ses poulains s'envolent pour le centre d'entraînement du Real de Madrid ce 4 juin. 2 matchs amicaux vont ponctuer le séjour des Lions en Espagne. Le 9 juin à 18h30 contre la Zambie, le 10 juin à 18h contre le Deportivo Alcazón, une équipe de 2e division en Espagne. Il faut noter que si les entraînements se déroulent au centre du Real de Madrid, les matchs amicaux quant à eux sont programmés au centre de l'Atlético de Madrid. Après l'Espagne, les Lions mettent le cap le 11 juin 2019 sur Doha au Qatar, précisément à l'Aspaya Domé, le centre de l'Académie Aspaya, où un match amical est prévu le 14 juin contre le Mali. Le 17 juin à 3h10, les Lions quittent le Qatar pour retourner à Yaoundé. L'atterrissage est prévu le même jour à 11h05. Ensuite, 3 jours d'entraînement sur place au pays, les 18, 19 et 20 juin 2019, avant de s'envoler définitivement pour Ismaïla en Égypte. Le Cameroun effectue sa première sortie à la CAN le 25 juin contre la Guinée-Bissau. Deuxième sortie le 29 juin contre le Ghana. Troisième sortie et dernier match de poule le 2 juillet 2019 contre le Bénin. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Mise en liberté de près de 80 militants du MRC interpellés le 1er juin dernier. C'est l'annonce qui vient d'être faite par le porte-parole de Maurice Kamto qui se plaint du fait que lorsque les avocats se sont rendus là où étaient détenus des militants du MRC, ils n'ont pas eu accès à ces derniers pour leur apporter une assistance juridique et on leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas détenus dans ces différents centres à la fois au CED mais dans d'autres services des renseignements généraux. Et à la grande surprise, plus de 80 militants viennent d'être libérés selon un décompte effectué par le porte-parole de Maurice Kamto. 2 félins font perdre le sommeil à certaines populations du département du Mbamekime. L'affaire fait grand bruit dans ce département situé dans la région du centre. Là-bas, très peu de populations se rendent encore dans les champs. Ils ont peur d'être confrontés à ces félins qui ont déjà dévoré du bétail. Malgré la mobilisation des autorités administratives, le trace a été certes repéré, mais pourtant eux-mêmes n'ont pas encore été attrapés pour être contenus et circonscrire la menace dans le département du Mbamekime. Les autorités se limitent à appeler à une plus grande vigilance des populations. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox.